Donc, au sein de mes recherches de doctorat, je m'intéresse à la façon dont les sciences humaines et sociales font usage de la SF pour penser la modernité et l'anthropocène, aux effets donc de la métabolisation de la science-fiction dans les sciences humaines et sociales, dans l'espace francophone des années 60 à nos jours. Donc, à travers cette communication, je resserre mon spectre d'analyse et je vais vous parler de ce que ces mobilisations de la SF dans le cadre académique produisent à la fois sur l'énonciation de l'expérience de la temporalité et épistémologiquement. Et plus particulièrement, je vais m'intéresser ici à la manière dont les chercheurs distinguent ces sous-genres de la SF et voir ce que cela leur permet d'énoncer sur leur rapport au temps. L'expérience de la temporalité se voit transformée par la crise de la modernité, puis par l'anthropocène. Cette transformation, elle conduit à une crise des temporalités du fait de la superposition du temps de la nature et du temps des sociétés humaines. Jacques Thèse et Pierre Cornu décrivent cette crise de la façon suivante. Temps dégradé des écosystèmes, temps détraqué des sociétés dans leur quotidienneté, temps frénétique de l'économie, temps faussement régulier des machines et des systèmes techniques, temps crépusculaire du politique, toutes ces temporalités font face à une seule et même crise, qui est celle possiblement de leur anéantissement. Face à cette crise des temporalités, les chercheurs sont en quête de nouveaux outils qui métamorphoseraient leur rapport au temps. En cela, la fiction, dans le contrepoids qu'elle apporte à la raison instrumentale, apparaît comme une voie idéale vers de nouvelles expériences de la temporalité. C'est ainsi que les narrations spéculatives se sont projetées sur le champ de la recherche qui devra choisir parmi la pluralité de cet attirail science-fictionnel. En effet, ces distinctions terminologiques sont nombreuses. Utopie, uchronie, dystopie, anticipation, post-apocalyptisme, elles révèlent des enjeux épistémologiques, génériques, littéraires, axiologiques. Et si aujourd'hui la science-fiction est le terme le plus usité pour définir ces écritures spéculatives, ou comme les appelle Simon Bréant dans la lignée de Pierre Versin, ces littératures conjecturales, il y a une forme de réductionnisme à nier l'existence et les spécificités de chaque genre et chaque sous-genre. Par simplification, j'emploie moi-même le terme science-fiction ou SF pour caractériser plus globalement ces littératures conjecturales dans cette communication. Mais je m'intéresse justement aux effets produits par la mobilisation et les appellations des différents genres. La question que je suis venu à me poser en tant qu'historien et littéraire est la suivante. Serait-il possible de documenter plus largement les discours au sein des sciences humaines et sociales sur ces genres lorsque ces dernières font usage de la SF pour penser la modernité et pour penser l'anthropocène? Et quels effets sur les temporalités ces mêmes discours produisent-ils? Les chercheurs que j'étudie ne sont bien souvent pas experts de la SF. Leur lecture et leur pensée relèvent d'une forme d'idées de la littérature et plus particulièrement de la science-fiction, liée à leur propre lecture du genre, mais aussi à l'imaginaire qui entoure ce dernier, nourri parfois d'idées reçues. Reste que leurs écrits participent à l'architextualité du genre SF et contribuent à transformer la critique et la théorie de ce même genre. La durée de cette communication ne me permet pas de couvrir de façon exhaustive l'ensemble des distinctions génériques, mais plutôt de rendre compte de quelques-unes et de comprendre leur rapport au temps. J'ai donc privilégié ici l'analyse diachronique en essayant d'établir des moments clés qui font symptômes. C'est un parcours par coup de sonde, pour reprendre les mots d'Éléonore de Vévet, qui ne peut être exhaustif et qui pourra parfois sembler relever de l'arbitraire. Il l'est sûrement, mais il ne peut en être autrement par ce choix diachronique. J'essaierai tout de même d'apporter de la nuance au récit livré, mais reste qu'il sera toujours possible de donner des contre-exemples au moment dont je rends compte. J'ai donc choisi de diviser cette analyse en 3 parties diachroniques, qui rendent compte du coup du rapport au temps de ces chercheurs à travers leurs réflexions sur le genre science-fictionnel. J'aborde donc en premier lieu les années 60-70 et le rejet de la SF au profit de l'utopie, puis les années 80 avec le rapport à l'ici et maintenant du présent, et enfin les années 2010 et la mobilisation de la SF comme conjuratrice de la fin des temps. La science-fiction fut pendant longtemps considérée comme une sous-littérature. Dans les années 60-70, son émancipation en France commence à peine. C'est la période de ce qu'on appelle l'âge d'or de la science-fiction française, imprégnée des idéaux de mai 68, les revues, collections et auteurs fleurissent. En bref, la science-fiction française trouve enfin sa singularité face à la production anglo-saxonne. Les études francophones à son propos sont peu nombreuses et ces mêmes années constituent véritablement le début de la recherche sur la culture populaire. Il n'est donc pas étonnant de voir au même moment des penseurs de la modernité et de la technique commencer à en parler. C'est le cas, par exemple, en 1964, de l'ethnologue André Leroi-Gourhan dans une petite partie de son célèbre ouvrage « Le geste et la parole » qui questionne l'humain du futur en faisant référence à la science-fiction de façon assez sarcastique à travers le terme « roman d'anticipation ». Si l'anticipation est souvent utilisée pour désigner ce que certains appellent la proto-science-fiction ou le merveilleux scientifique, elle n'est pas ici différente de ce qu'on appelle aujourd'hui la science-fiction et permet justement d'insister sur le rapport au temps spéculatif du genre. Leroi-Gourhan écrit
Une humanité anodonte qui vivrait couchée en utilisant ce qui lui resterait des membres antérieurs pour appuyer sur des boutons n'est pas complètement inconcevable, et certains romans d'anticipation, à force de brasser toutes les formules possibles, ont créé des Martiens ou des Vénusiens qui se rapprochent de cet idéal évolutif. Est-on en mesure encore d'affirmer qu'il s'agirait de l'homme? Il exprime ainsi son inquiétude envers l'évolution de la technicisation de la société, en somme une peur du cyborg, en se référant à la science-fiction sans vraiment citer de texte en particulier. S'il souligne plutôt le manque d'acuité envers le futur des prospectivistes et autres futurologues, à contrario de l'anticipation dont il valorise une certaine clairvoyance, reste qu'il insiste sur la quantité industrielle de ce qu'elle produit. Dans le même genre, 2 ans plus tard, et toujours avec la même appellation anticipation, Jean-Marie Domnac, dans un article intitulé Notes sur le bon usage de l'avenir, au sein d'un numéro de la revue Esprit consacré à l'utopie, souligne la fécondité immense de l'utopie et la nécessité d'un urgent recours à celle-ci face à un futur qui n'a jamais été présent, tout en affirmant que l'utopie touche à des questions plus réelles que les anticipations techniciennes à la mode. Il souligne, comme le roi Gourand, l'aspect populaire et donc industriel de ces anticipations. L'utopie semble être pour lui plus critique, plus noble et plus proche du réel. Il pointe d'ailleurs du doigt ce qu'il désigne comme une forme de connivence entre la technique et les romans d'anticipation. Là encore, aucun texte en particulier n'est cité. On voit que l'auteur se réfère plus à un imaginaire du genre qu'à de réels exemples. C'est aussi par la double appellation anticipation et science-fiction que Jacques Ellul réfute cette fois en 1977 dans Le Système technicien toute utilité à la SF. Il écrit, je le cite, « De même, la production massive de livres affreux d'anticipation, de science-fiction ou de films comme Alphaville, l'Odyssée de l'espace, Fahrenheit 451 est un mécanisme d'adaptation, d'accoutumance à la société technicienne telle qu'elle est en réalité. On nous montre un modèle horrible, inacceptable, que nous rejetons avec force, et dans notre refus, nous croyons avoir condamné la technique. La technique ne nous possédera pas. Or, cela facilite précisément l'acceptation à la véritable technique qui n'est ni méchante, visible, impressionnante, mais pleine de douceur et de bénignité. Nous nous réfugions alors dans la société technique réelle pour échapper à la fiction que l'on a présentée comme étant la vraie technique. C'est pourquoi je suis résolument hostile à tous ces romans et films antitechniciens. Pour lui, toute forme de science-fiction, dans son rapport spéculatif et d'exacerbation du réel, ne fait que renforcer notre accoutumance à la technique. Les logiques d'extrapolation science-fictionnelle et anticipationnelle sont perçues par Ellul comme des formes culturelles de naturalisation du progrès et de l'accélération de la modernité. Je vais tout de même apporter une nuance à ce rejet de la SF chez les penseurs des techniques avec Henri Lefebvre, qui durant les années 60-70 fait mention de la science-fiction dans presque chacun de ses ouvrages. Il parle ainsi de celle-ci, souvent brièvement, sous le terme science-fiction dans Introduction à la modernité, la production de l'espace, le droit à la ville ou encore la révolution urbaine. Ces mentions ne constituent que quelques lignes, mais soulignent, à l'inverse des penseurs cités précédemment, la capacité créative et performative de la SF. Pour Lefebvre, celle-ci est avant tout un outil d'exploration des possibles. La spéculation et l'exacerbation science-fictionnelle ne sont pas perçues par le philosophe comme un éloignement de la réalité, mais plutôt comme un retour réflexif sur l'avenir. Il décrit la SF comme une méthode à la fois utopique et rationnelle, qui, par la multiplicité des possibles qu'elle propose, ne permet pas de les explorer, mais plutôt d'amener à ce qu'il appelle une philosophie des possibles, qui chercherait l'ouverture de l'espace et du temps que l'homme moderne regarde impuissant. Lefebvre assimile utopie et science-fiction, ne cite pas non plus d'œuvres ou de textes et affilie la SF à la jeunesse. En résumé, à part quelques exceptions, on constate chez ces chercheurs un rejet de la science-fiction, ici nommée anticipation, mais sans différenciation véritable, critiquée pour son rapport temporel d'éloignement au réel, à l'inverse de l'utopie, qui, elle, permettrait d'apporter une critique du présent par son renversement immédiat du monde de l'auteur. Est reproché à l'anticipation son rapport à la technique, quel qu'il soit, ainsi que son industrialisation et sa popularité. Les arguments donnés ici relèvent avant tout d'une justification axiologique avec des termes relatifs aux valeurs et se réfèrent plus à un imaginaire de la science-fiction plutôt qu'à la science-fiction elle-même. Quelques années plus tard, dans la décennie de 1980, les affirmations génériques ont bien changé. L'aspiration utopique s'est effondrée face aux révélations sur l'enfer de l'URSS, face à la désillusion du Fordisme, de la technique et du progrès, révélée par la crise écologique émergente, et face à la non-concrétisation dans les urnes des idéaux portés par mai 68. C'est ce dont témoignera l'éditorial de Paul Thibault au numéro Anticipation de la revue Esprit encore en 1985, dans lequel il écrit qu'il ne s'agit plus de caresser des utopies, mais de répondre aux réquisitions, aux nécessités. On retrouve l'idée d'une nécessité, du recours à l'imaginaire, mais cette fois sous le mode d'un autre renversement. L'espoir utopique laisse place à l'anticipation.
On retrouve cette opposition entre utopie et anticipation ailleurs, et notamment chez le sociologue et anthropologue Louis-Vincent Thomas. En effet, dans son analyse, la science-fiction prend le pas sur l'utopie, et il ne s'agit plus de douter sur son appellation. Louis-Vincent Thomas met en avant cette opposition de temporalité dans Fantasmes et quotidiens, publié en 1984, ouvrage dans lequel il laisse une grande place à l'analyse de textes science-fictionnels. Il écrit « Si l'utopie creuse le fossé qui sépare le réel de l'imaginaire, la science-fiction au contraire multiplie les ponts qui les rapprochent. D'ailleurs, la science-fiction envahit notre quotidienneté, à la différence de l'utopie qui se contente de renverser le monde actuel. » Il met en avant la science-fiction en opposition à l'utopie en valorisant son rapport au présent, au réel, au quotidien. En somme, il insiste sur le présentocentrisme dont on a parlé hier, et je vais citer la même citation qu'Irène Langlais citait hier à la même heure. « Si la fiction se situe dans le futur, l'énonciation, elle, conserve un ancrage dans la réalité où tout cela se construit et se lie. » C'est d'ailleurs un renversement similaire qu'effectue Jean Baudrillard dans Simulacre et Simulation en 1980, lorsqu'il oppose les capacités de la SF à penser le présent à la négativité de l'utopie. Pour revenir à Louis-Vincent Thomas, ce dernier souligne les capacités de la science-fiction à jouer avec le temps et son rapprochement avec le réel. Il n'est donc pas étonnant de le voir citer des auteurs affiliés à la science-fiction politique française comme Jean-Pierre Andrevon, Pierre Pelot ou plus lointain Serge Brussolo, ou bien des auteurs qui jouent justement avec les questions de troubles de temporalité, comme Philippe Cadic, Michel Jury ou Jacques Sternberg. Les romans qu'il cite ont d'ailleurs des titres évocateurs, À Rebroustan, Jacques Baron et l'éternité, Aujourd'hui, demain et après, Futur sans avenir. Nourri des analyses sur la science-fiction de Louis-Vincent Thomas, l'anthropologue Georges Ballandier intègre l'imaginaire de celle-ci dans sa réflexion sur la modernité au sein de son ouvrage Le Détour, publié en 1985. Il explique que la modernité conduit l'humain à ressentir une forme d'atemporalité. Cette avancée dans l'inconnu provoquée par la transformation de nos perceptions temporelles nécessite d'être éclairée par des disciplines qui peuvent y parvenir. Il estime alors que ce qu'il appelle fiction anticipatrice et science-fiction peuvent permettre d'effectuer ce détour dans des zones de réflexion jusqu'ici étrangères. Pour Ballandier, la modernité brise les perceptions unidimensionnelles du temps et en multiplie les représentations. La science-fiction contribue alors à dépouiller l'évidence de nos conceptions temporelles. S'il préfère les appellations science-fiction ou littérature anticipatrice, Ballandier ne critique pas l'utopie, il en fait plutôt un genre dépassé à l'origine de la SF qu'il utilise. Georges Ballandier mobilise la science-fiction comme une réponse possible à la temporalité moderne, au même titre que l'histoire et l'anthropologie, et la considère comme une nouvelle voie épistémique et imaginative. Les revendications d'une nécessaire proximité avec le présent et la réalité que l'on trouvait chez Thomas et l'exploration épistémique par la fiction de chez Ballandier s'incarnent aussi à l'orée des années 1980 dans la conclusion de l'ouvrage La Nouvelle Alliance d'Isabelle Stengers et Elia Prigogine, qui, dans la suite de Gilles Deleuze, intègre le roman utopique Erewhon de Samuel Butler à leur pensée pour en faire un véritable outil épistémologique en vue d'une métamorphose des sciences. C'est d'ailleurs les premiers pas de Stengers vers la SF qui fera usage de celle-ci tout au long de sa carrière. Ils écrivent « Erewhon, inobservable par excellence, d'où surgissent les ici et maintenant, la multiplicité des expériences réelles, c'est là certes une pensée bien étrange pour nous qui avons fait de l'exclusion de ce qui est inobservable, en principe la ressource d'une invention nouvelle. » Cela évoque évidemment la science-fiction politique française qui avait fait de l'ici et maintenant le titre d'une de ses collections, en 1977, en opposition, nominative du moins, à la collection Ailleurs et Demain, créée par Gérard Klein aux éditions Robert Laffont. Stengers et Prigogine tracent ainsi les prémices d'une réflexion sur l'usage de la SF comme une forme transformatrice épistémique qui vient renverser l'objectification positiviste moderne en replaçant la possibilité de travailler avec l'inobservable, l'inconnaissable, et donc en brisant la temporalité linéaire du progrès en multipliant ses possibilités. Stengers et Prigogine mis à part, on constate chez ces chercheurs des années 80 une récurrence de l'opposition entre utopie et science-fiction. Cette fois, cette dernière serait plus proche du présent et agit comme une subversion active de ce dernier. D'une part, et en résonance précoce avec ce que Richard Singelet théorisera comme le présentocentrisme, les textes de ces chercheurs mettent en valeur que la science-fiction, bien que située dans le futur, parle avant tout du présent. D'autre part, la science-fiction serait aussi celle qui ouvre des possibles à partir d'une pensée de l'ici et maintenant. Ces chercheurs se réfèrent plus régulièrement à des textes précis et essayent d'exprimer une pensée, un renouveau du rapport à la temporalité en prenant appui sur ce qu'ils considèrent comme une véritable critique du présent. L'axiologie dont je parlais plus tôt est toujours là, bien que plus légère, mais produit surtout cette fois-ci une forme de créativité épistémologique, notamment à travers Ballandier, qui fait de la SF une discipline à part entière capable de penser le temps, ou avec Stengers et Prigogine qui se servent ici de l'utopie comme modèle d'une nouvelle science, d'une nouvelle alliance, qui rompt d'une part avec la linéarité du temps
mais aussi avec l'idée d'une science à la connaissance universelle. Dans les années 2010, ce rapport à la temporalité et au genre s'est transformé. La postmodernité puis l'anthropocène ont conduit à une forme d'hypertrophie de la dystopie et du catastrophisme. Ce moment signe le retour de l'utopie. Dans les textes des chercheurs, on témoigne notamment l'omniprésence du concept de possible ou encore le récent livre d'Alice Karabédian, Utopie radicale, paru en 2022. Mais d'autres voies sont également explorées et justement, proche de Stengers, le philosophe Didier Debèze, dans son ouvrage L'appât des possibles en 2015, prend appui sur l'Uchronie. Dans une partie intitulée Les mondes alternatifs, il exprime l'idée, dans la lignée d'Alfred North Whitehead, que le simple fait d'imaginer une alternative à la réalité permet d'infléchir une nouvelle conception de celle-ci. Je le cite, « Cet autre cours de l'histoire n'a d'autre fonction que de rendre compte de notre monde actuel, de ce dont il hérite, de la fragilité de l'histoire dont il dérive, des possibles qu'il habite dans une présence latente. » En utilisant la figure de l'Uchronie, Debèze donne une valeur conceptuelle au sein du champ philosophique à la fiction pour son aspect spéculatif, narratif et conjurateur du réel. Si Didier Debèze ne parle pas directement de science-fiction, mais en l'occurrence de l'Uchronie, il précise que cela ne se limite pas à la question historique et atteste de l'ouverture des possibles des autres expériences de pensée spéculative. Dans la continuité de cette perspective, un certain nombre de chercheurs soulignent la capacité science-fictionnelle à s'émanciper de la linéarité du temps moderne. Ils usent ainsi de la SF comme outil conjurateur du TINA, de la fin de l'histoire et du présentisme annoncé. Irène Langlais consacre un passage important de son ouvrage Le temps rapaillé à Jean-Paul Angélibert et Yannick Rumpala. Et quitte à faire une certaine redite, je vais moi aussi revenir sur leur rapport au temps à travers leurs usages de la SF, puisqu'il me semble assez symptomatique de la transformation d'usages génériques en cours pour penser les temporalités de l'Anthropocène. Jean-Paul Angélibert, avec son ouvrage Fabuler la fin du monde, publié en 2019, considère que ces œuvres de fiction se sont installées dans l'Anthropocène, ce dernier incitant à penser que nous vivons la fin des temps. Les fictions de l'Apocalypse permettent alors de tenter de la conjurer et ainsi rouvrir le temps. Ainsi, selon Angélibert, si certaines œuvres au service du capitalisme perpétuent le présentisme, d'autres plus novatrices et réfléchies permettent de s'en extraire. Il écrit « L'apocalypse immanente a le mérite de nous extraire du présentisme. Les fictions apocalyptiques restaurent du temps, c'est en cela qu'elles sont critiques. Elles suggèrent une praxis, c'est-à-dire une pratique politique du temps. » Il poursuivra plus tard ses réflexions, faisant des fictions de l'Apocalypse ce qui permet de sortir de l'idée que la catastrophe est le terme de notre histoire. Ces fictions en font plutôt notre passé et notre présent, restituant ainsi les possibilités d'agir dans celui-ci et de mieux rendre compte de la complexité des temporalités de l'Anthropocène, loin des conceptions collapsologiques et techno-optimistes qu'Angélibert considère vaines. Enfin, loin des justifications présentistes et des besoins de réalisme que l'on constatait dans les deux périodes décrites précédemment, Angélibert restitue le besoin de changement d'échelle par le saut vers le temps long à travers le SI qu'il attribue à la fois à la SF, à la littérature apocalyptique et à l'utopie, révélant les processus lents et les interconnexions planétaires en jeu. Yannick Rumpala, en sciences politiques, parle également de cette capacité de la science-fiction à conjurer le temps et à s'extirper du présentisme ambiant. Il explique, dans une période qui paraît couramment soumise au présentisme, voire absorbée dans une culture de l'instantanéité, la science-fiction redonne une importance au futur, rappelle le caractère transitoire du temps présent. En somme, la science-fiction anthropocénique révélerait ce que Jürgen Habermas décrivait dans La technique et la science comme idéologie, c'est-à-dire que l'importance du futur donne à voir des processus, rappelle l'origine historique, dénaturalise ainsi l'évidence de la linéarité du temps et rend compte que la rationalisation n'est peut-être pas la fin de l'histoire. Mais comme le pointe Irène Langlais dans une recension de l'ouvrage Hors des décombres du monde de Yannick Rumpala, il se désintéresse de la forme et de l'esthétique des œuvres, pour concevoir la SF comme un bassin de thématiques et d'idées à exploiter. Il ne rejette ni les notions d'apocalypse, ni d'utopie, ni de dystopie, mais pour lui, les frontières entre elles sont trop minces, c'est pourquoi il propose les notions de prototopie, tout en plaçant l'ensemble de ces sous-genres sous l'étiquette science-fiction. Reste que je peux tout de même nuancer l'explosion de la pluralité de ces usages que je viens de décrire. Bruno Latour s'est à plusieurs reprises servi de la SF comme d'une image à rejeter, d'un mythe à laisser pour transformer notre rapport à la temporalité du progrès. C'est ce qu'il fait par exemple dans Face à Gaïa en 2015, ouvrage dans lequel il cite tour à tour et sur le même plan Gravity, Star Trek, Avatar, trois œuvres bien différentes et qui n'ont pour seul point commun que leur déroulement extraplanétaire. Il écrit « Tous les personnages fictifs que vous avez envoyés au loin, rappelez-les. Le lieu de l'action, c'est ici-bas et maintenant. Ne rêvez plus mortel, vous ne vous échapperez pas dans l'espace, vous n'avez pas d'autre demeure qu'ici-bas dans l'étroite planète. » La science-fiction n'est ici pour lui qu'une image de la conquête spatiale qu'il est nécessaire de rejeter en vue d'un ralentissement de la temporalité pour mieux réatterrir.
Il exprimera d'ailleurs sa méconnaissance de la SF dans un entretien avec Ariel Kirou et Dominique Janvray, dans lequel il énonce en parlant de Donna Haraway qui fait justement souvent usage de la science-fiction. Mais c'est vrai que j'étais irrité, que je ne comprenais rien à son cyberféminisme et à sa science-fiction. Après nuance apportée, on constate tout de même que ces chercheurs et leurs textes écrits ces 10 dernières années abandonnent donc les oppositions entre utopie et science-fiction pour louer l'ouverture des possibles et la conjuration de la toute-puissance du présent moderne. Les temporalités imbriquées de l'humain et de temps de la nature, propres à l'Anthropocène, multiplient la nécessité des élans spéculatifs et le recours à des genres autrefois délaissés. Il ne s'agit donc plus de s'opposer directement à un genre en particulier, mais plutôt de critiquer une partie de la production interne à ce même genre, comme le fait Angélique Baird. On retrouve d'ailleurs ce même processus dans une conférence intitulée « Ma science-fiction » en 2015 de Isabelle Stengers, qui dénonce la technophilie de ce qui, selon elle, se fait passer pour de la science-fiction, en l'occurrence Star Wars, tout en mettant en valeur ce qu'elle considère comme étant réellement de la SF et qui vient apporter aux sciences humaines et sociales une ouverture des possibles grâce à l'expérience de pensée que ces dernières avaient trop longtemps délaissée. Ces 3 moments que j'ai analysés, bien que loin d'être exhaustifs, me semblent témoigner de certaines évolutions dans le traitement de la science-fiction et du rapport aux temporalités. On constate tout d'abord que les mobilisations de la SF sont mouvantes et porteuses de dynamique, passant d'un déni des potentialités du genre au profit de l'utopie, à un reniement de cette dernière, puis à une reconnaissance de puissance de subversion de la science-fiction face à la crise des temporalités dans la multiplicité des formes qu'elle peut prendre. Et si dans les années 60-70, on s'inquiète de sa complicité avec le système technicien, on assiste à un déplacement de ce regard dans les années 80 vers le constat qu'elle parle avant tout du présent, en concomitance avec le ici et maintenant de la SF française, puis dans les années 2010 de l'intérêt qu'elle peut avoir pour penser nos temps troubles de l'Anthropocène. Il ne s'agit pas pour autant de concevoir le récit que je souligne comme une perception téléologique de l'histoire, qui irait d'un refus unidimensionnel de la SF à une acceptation totale de celle-ci, mais plutôt de mettre en lumière les discordances des expériences du temps, leur pluralité et ce qu'elles produisent lorsqu'on les pense dans leur rapport à la mobilisation de la SF. Si l'on constate une intensification du nombre de chercheurs qui font appel à la science-fiction au fil des années, ainsi que l'augmentation de leur profondeur d'analyse, cette intensification ne se débarrasse malheureusement pas d'une certaine délégitimation du genre en opposant une bonne et une mauvaise science-fiction, processus que Gérard Klein dénonçait déjà en 1977, qu'Éric Maigret a constaté de la même façon pour la bande dessinée dans les années 90 et que Julien Vaquez a récemment appelé dans sa thèse l'éternelle incomplétude de la quête de légitimité de la science-fiction. Ce que ces métabolisations des écritures science-fictionnelles dans les sciences humaines et sociales mettent en lumière, c'est aussi que le rapport aux temporalités ne peut se réduire à l'étiquette d'un simple régime d'historicité, mais plutôt à la superposition de couches d'expérience du temps, à l'épaisseur du temps dont on parlait hier. Cette superposition que j'ai tenté de valoriser ici se traduit par une pluralité du recours à la fiction, tous symptomatiques des polychronies anthropocéniques modernes, pour reprendre les termes de Bernadette Binceau-Pinson. C'est justement quand les sciences humaines et sociales embrassent au mieux les mécanismes science-fictionnels et se jouent ainsi de la crise des temporalités propres à l'Anthropocène qu'elles produisent les outils les plus intéressants. C'est de cette façon que Vinciane Després a écrit ce qui me semble être l'un des meilleurs livres de ces dernières années, La fabulation spéculative autobiographie d'un poulpe, dans lequel elle intègre à la fois le récit spéculatif science-fictionnel, un regard utopique sur l'après-dystopie de l'Anthropocène, les théories des chercheurs en éthologie, la forme d'une publication scientifique et une inter- et transtextualité avec le genre SF. C'est de cette façon qu'on s'émancipera intelligemment du grand partage et qu'on ouvrira des possibles pour des écritures et des réflexions conduisant à de nouvelles épistémologies en Anthropocène. Je vous remercie.